Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on a une nouvelle séance au cadre de la deuxième session de la troisième année secondaire collégiale Parcours international. La deuxième unité, les fonctions de relation et l'immunologie. Donc, on va commencer le chapitre 3, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Donc, comme vous le savez, l'homme vit dans un environnement peuplé par différents types de micro-organismes ou bien microbes, dont certains sont inoffensifs et d'autres sont pathogènes, c'est-à-dire dangereux. Mais l'atteinte de maladies microbiennes est rare et limitée dans le temps, grâce à la présence d'un système chargé de la défense du corps contre tout élément qui lui est étrange. C'est le système immunitaire. Et avant de voir la réaction de l'organisme ou bien de notre corps face à une attaque microbienne, on va voir dans cette première partie les microbes. Donc on va répondre à plusieurs questions, à savoir où se trouvent les micro-organismes ou bien les microbes, quels sont les différents types de microbes et comment ils se multiplient, et quelles sont les propriétés ou bien les caractéristiques qui rendent les microbes dangereux et pathogènes. Premièrement, où se trouvent les microbes? En fait, les microbes se trouvent partout. Dans l'eau, par exemple, dans les eaux stagnantes qui sont polluées, dans l'air. Et pour mettre en évidence les microbes qui se trouvent dans l'air, il suffit d'utiliser une boîte de Petri qui contient un milieu de culture convenable et on va l'ouvrir dans l'air. Puis on va la fermer et on va la mettre dans un four à une température de 37 degrés ou bien 22 selon les types de micro-organismes qu'on veut mettre en évidence. Après 48 heures, on aura le résultat qui est devant vous, donc l'apparition de plusieurs colonies de micro-organismes. Ça veut dire que l'air contient des microbes de différents types. On peut trouver aussi les micro-organismes ou bien les microbes dans le sol, sur les aliments, et on peut les trouver aussi dans notre organisme, par exemple les microbes qui se trouvent dans l'intestin de l'homme. La deuxième question, quels sont les différents types de microbes ou bien de micro-organismes? Donc on a les protozoaires, en fait ce sont des animaux constitués d'une seule cellule avec un vrai noyau. Pour les voir, on a besoin d'un microscope optique. Par exemple, on a la paramécie, l'amibe qui vit dans les eaux, par exemple. Donc, voici quelques exemples de protozoaires. En haut à droite, l'amibe. En haut à gauche, le trypanosome. En bas à droite, le trichomonas. Et en bas à gauche, la paramécie. Deuxième type de microbes, ce sont les bactéries. Ce sont des cellules, mais à la différence des protozoaires, elles n'ont pas un vrai noyau, elles n'ont pas de membrane nucléaire. Donc l'information génétique n'est pas entourée par une membrane nucléaire. Pour voir ces bactéries, donc on a besoin d'un microscope optique. On a différents exemples de bactéries, à savoir, donc on a les cocci qui sont des bactéries arrondies, et dans ce type on a trois formes: les cocci isolés, les diplocoques, c'est-à-dire deux cocci liés, ou bien les streptocoques, et enfin les staphylocoques. Deuxième type, ce sont les bacilles ou bien les bâtonnets. On trouve aussi les diplobacilles, les streptobacilles, et on a des bacilles qui contiennent des flagelles. Troisième type, ce sont les bactéries spirales ou bien les spirochètes, comme vous les voyez, Borrelia, Spirella, ainsi de suite. Et on a aussi des bactéries qui ont une forme intermédiaire entre les cocci et les bacilles, on les appelle les cucurbacilles. Donc voici quelques exemples de bactéries sous forme de cocci, de diplocoque, streptocoque et
des bacilles, des pleurobacilles. Troisième type de micro-organismes, ce sont les champignons microscopiques. Ce type de micro-organismes, on va parler de deux formes. On a les levures et les moisissures. Donc voici un exemple de moisissure, le mycélium, le pénicillium, qui est utilisé dans la production de la pénicilline. Les levures, levure du pain par exemple, voici des moisissures sur le pain et sur les oranges. Quatrième type de microbes, ce sont les virus. Donc, pour voir les virus, on a besoin d'un microscope électronique. Il y a plusieurs types de virus. Ces virus sont en général pathogènes et ils parasitent d'autres cellules vivantes. Voici quelques exemples de virus, hépatite, la grippe, VIH, du sida, ainsi de suite. La multiplication des microbes. Donc, comment ces microbes se multiplient? Donc, concernant les bactéries, en général, se multiplient par division, c'est-à-dire que chaque bactérie va se diviser pour donner deux bactéries. Les levures se multiplient par bourgeonnement. Les moisissures se multiplient par sporulation, c'est-à-dire qu'ils vont produire des spores. Ces spores, lorsqu'ils sont dans des conditions favorables de température et d'humidité, ils vont germer pour donner un nouveau mycélium, c'est-à-dire un nouveau moisissure. Les virus, comme j'ai dit auparavant, ils se multiplient aux dépens en parasitant des cellules vivantes, comme vous le voyez dans ce schéma, donc qui montre la multiplication des virus en parasitant des cellules vivantes. Donc la première étape, c'est la fixation sur une cellule vivante, puis on a injection de l'information génétique ou bien le matériel génétique à l'intérieur de la cellule vivante, soit l'ADN ou bien l'ARN pour les rétrovirus. Troisièmement, c'est l'intégration de l'information génétique virale dans le noyau de la cellule vivante. Quatrièmement, c'est la production de nouveaux virus. Et enfin, cinquièmement, c'est la libération des nouveaux virus et destruction de la cellule en s'éclatant. Et ainsi, ces nouveaux virus vont parasiter d'autres cellules. En conclusion, donc, on a 4 types de microbes. Les protozoaires qui se multiplient par division, les bactéries qui se multiplient aussi par division, les champignons, on a les levures qui se multiplient par bourgeonnement, les moisissures par sporulation et les virus qui se multiplient en parasitant des cellules vivantes. Comme on a des microbes qui sont pathogènes, c'est-à-dire capables de provoquer des maladies qui peuvent être graves, et des microbes qui sont inoffensifs, c'est-à-dire qui ne provoquent pas de maladies et qui peuvent être parfois utilisés dans plusieurs domaines, à savoir l'industrie alimentaire. Certains microbes sont utilisés dans la préparation de plusieurs produits alimentaires, par exemple le bacille lactique pour la production du yaourt, la levure pour la production du pain, ainsi de suite. Dans l'industrie pharmaceutique, certains microbes sont utilisés dans la préparation de certains médicaments, à savoir le pénicillium qui est utilisé pour la production d'un antibiotique qui s'appelle la pénicilline. Dans l'agriculture, certains microbes comme le rhizobium, une bactérie qui contribue dans la fertilisation du sol en l'enrichissant par les nitrates. Ces bactéries ont cette capacité de transformer l'azote gazeux de l'air en nitrate. Dans le domaine environnemental, certains microbes sont utilisés pour la purification des eaux usées. Donc en général, elles dégradent la matière organique. Maintenant, on va voir les propriétés des microbes pathogènes, c'est-à-dire les caractéristiques qui rendent ces microbes pathogènes, c'est-à-dire dangereux. Donc pour mettre en évidence ces caractéristiques, on va analyser quelques documents. Le premier document qui montre le développement du nombre de bactéries dans un milieu de culture. Donc on va le constater après 5 heures de multiplication. Donc on a presque 100 millions de bactéries par millilitre de milieu de culture.
après 10 heures, donc on constate que le nombre de bactéries atteint 1500 millions par millilitre. Et après presque 12 à 13 heures, il atteint son maximum, c'est-à-dire presque 1800 millions par millilitre. Et après, on constate une diminution du nombre de milliers parce qu'il y a une compétition sur les nutriments qui existent dans le milieu de culture. Mais c'est le milieu de culture est renouvelable, c'est-à-dire si on ajoute plus de nutriments, donc le nombre de bactéries va augmenter. Un deuxième document, donc les bactéries à l'intérieur de l'organisme, lorsqu'ils trouvent des conditions favorables à leur prolifération, c'est-à-dire la température et l'humidité et les nutriments, elles se multiplient par une série de divisions cellulaires. Par exemple, l'Escherichia coli, c'est une bactérie qui se divise en deux chaque 20 à 30 minutes. Donc, la caractéristique des bactéries, c'est la multiplication rapide. Troisième document, donc, il montre la production et libération des virus au niveau d'une cellule hôte. Donc, comme vous le voyez, les virus se multiplient dans des cellules vivantes et les virus produits sont libérés à l'extérieur de la cellule hôte, soit par bourgeonnement ou par éclatement. Ainsi, ils vont parasiter d'autres cellules. Donc, le schéma suivant montre les étapes de multiplication d'un virus dans une cellule vivante, comme on l'a vu auparavant. Donc, fixation du virus sur la cellule vivante, infiltration de l'information génétique, production et multiplication du virus à l'intérieur de la cellule hôte, c'est-à-dire la cellule infectée, et enfin libération de nouveaux virus. Donc les virus ont aussi cette caractéristique de la multiplication rapide. Ce document montre les symptômes du tétanos. Le tétanos est une maladie grave causée par une bactérie appelée la bacille tétanique. Cette bactérie affecte le système nerveux et provoque des symptômes comme des contractions douloureuses des muscles du corps. La bactérie responsable du tétanos est appelée Clostridium tetani. Elle est présente sur le sol, sur les outils rouillés, les plantes et ainsi de suite. En cas de blessure ou bien ulcère, plaie, brûlure, morsure et piqûre d'insectes, la bactérie peut trouver une porte d'entrée dans le corps et s'est développer. Il va se multiplier et produire une toxine, c'est une substance chimique qui va atteindre le cerveau par le système nerveux et qui sera responsable des symptômes de la maladie. Donc, le mode d'influence de ce type de bactérie, c'est la production d'une toxine. Le document suivant montre le rôle de la capsule chez certaines bactéries. Dans la nature, il y a des bactéries qui s'appellent les pneumocoques. Elles se trouvent en deux formes différentes. Une forme pathogène qui cause la pneumonie, qui possède une capsule, et une forme inoffensive qui ne possède pas de capsule et qui ne provoque pas de maladie. Donc, la caractéristique qui rend cette bactérie pathogène, c'est la présence d'une capsule. Le document suivant montre le pouvoir de développement et de changement rapide des virus. Donc la maladie de la grippe, comme vous le savez, se propage sous forme d'épidémie difficile à contrôler du fait que le virus de la grippe est caractérisé par un changement et un développement rapide d'une année à une autre. Donc la caractéristique qui rend les virus dangereux, c'est le changement et le développement rapide. En conclusion, donc les propriétés responsables du pouvoir pathogène des microbes sont la multiplication rapide, la sécrétion des toxines, la présence d'une capsule et le changement de forme d'une année à une autre. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance.